À l'époque de Povang Nituk, là, j'étais toujours étudiant à Columbia. Et je suis allé donc à POV, entre deux cours, si je peux m'exprimer ainsi. Bientôt, j'allais finir la scolarité à Columbia. Donc, je pouvais commencer à penser pour un troisième terrain chez les Inuits. Et je me suis dit que là, je vais me prendre de façon sérieuse. Je vais interviewer toute personne qui a jamais mis les pieds à Pelly Bay. D'abord, pourquoi Pelly Bay? J'ai posé la question à beaucoup de missionnaires, des gens de la Compagnie de la Baie d'Hudson, comme Peter Murdoch, des gens de la police, des médecins, etc. J'avais fait une recherche préliminaire sur l'endroit le plus traditionnel dans l'Arctique canadien. Où est-ce que je peux trouver encore des vrais Esquimaux et pas des Esquimaux comme au poste à la baleine? Mais je suis allé de façon systématique. J'étais encore au musée à Ottawa. Je préparais mes examens pour Columbia et en même temps, qui était très dur, et en même temps, je me préparais pour une enquête sérieuse, mais sur des objets choisis, objets d'enquête choisis, culture traditionnelle. Et comme ça, un peu tout le monde m'a dit Pelly Bay. Pourquoi Pelly Bay? Parce que d'abord c'est très éloigné. Il n'y a jamais eu de poste de la Compagnie de la Baie d'Hudson là-bas. Et le missionnaire catholique est lui-même très traditionnel. Il n'aime pas l'influence moderne. Il arrive à chasser n'importe quelle institution moderne qui vient s'installer là-bas. Il ne les veut pas. Les Esquimaux le suivent. Lui, il est tout puissant parce que il a le magasin, il a la chapelle, il a le magasin. Pas grand-chose dans le magasin, mais des choses très utiles. Et il a la Croix-Rouge aussi. Si quelqu'un tombe malade, il a une radio. Il a une radio, il peut alerter l'hôpital, je ne sais pas où il était l'hôpital ce matin, à Rankin ou ailleurs. Et l'avion arrive. L'avion arrive pour chercher le malade avec un médecin. Ils m'ont dit, voici les raisons pour lesquelles Pelly Bay est resté tellement traditionnel. Bon, alors, moi j'écris au père Van de Velde, recommandé par le père Thibert et d'autres oblats du voisinage, retraités, il y en avait plusieurs déjà.
Et j'arrive à Pelibé. Pas facile d'arriver parce qu'il n'y a pas d'aéroport, aucune communication par bateau, aucune communication par avion. Par avion, il faut marcher pendant un jour ou deux pour arriver au poste de la Dew Line, le plus proche. Et il y a un aéroport là-bas. Et il faut rester, attendre l'avion. On attend au poste de la Dew Line. On attend l'avion et quand il s'amène, là, on part. Oh, j'envoie un message au missionnaire pour lui dire la date à laquelle je viens. Lui, il a envoyé 2 garçons, c'était l'été, pour m'attendre à l'aéroport. Je descends et on commence à marcher. On marche pendant une journée entière, avec sac, provisions et tout. Papier, une caméra Bolex 16 mm. Je descends de l'avion, je vois les garçons là. Ils avaient des chiens, mais évidemment c'était l'été, pas de traîneau. Mais on a chargé les chiens, on a mis sur le dos des chiens quelques objets, le reste sur notre dos. On a commencé à marcher. Immédiatement, j'ai senti que ça va pas être facile. Il faut avoir les reins solides. Les garçons, des vrais Esquimaux, pas comme à Great Whale. Et après une journée de marche dans la toundra, on descend de la montagne parce que le poste de la Dew Line, il est sur une montagne en hauteur pour que les radars couvrent tout. Et on arrive dans la région de Pelibé. À l'horizon, je remarque l'église construite par le père Henri et le père Van de Velde, les deux. Et je vois le père. Il y a des tentes autour de l'église, des tentes. On est en époque estivale. Et je vois le père qui est sorti de l'église. Il s'est placé devant la porte de son établissement. Il a une longue barbe blanche et il est tellement ému par le fait de recevoir une visite, un visiteur inconnu, tellement ému que sa barbe tremblait comme ça. Je ne vais jamais l'oublier. La barbe tremblait comme ça. Je suis rentré, commencé à bavarder, j'ai compris qu'il était flamand, mais il parlait un français très bon. Immédiatement, il me parlait des secrets de Pelibé. On a parlé du père Rousselière.
Je ne me souviens pas si je le connaissais déjà à cette époque ou pas. Et voilà. J'avais ma tante à moi, mais je ne l'ai pas dressée. Je lui ai demandé de me montrer, si possible, une famille où je pourrais me loger. Il a choisi une famille, il m'a dit que là, je pourrais y aller. Comme cadeau, j'apportais du tabac, munitions, du fil à coudre, chocolat pour les enfants, des choses comme ça, j'apportais comme cadeau, petit cadeau, pour beaucoup de monde. Pelly Bay est sur le bord de la baie de Pelly Bay précisément. Jamais de bateau n'avait pénétré jusqu'à là. Pour les avions, c'était loin. Le père était seul avec ses Esquimaux. Il m'a parlé du père Henri, mais moi, je ne réalisais pas qui c'était, qui était le père Henri. Maintenant, je suis à peu près certain que le jour viendra quand il va être bien béatifié. Je suis à peu près sûr. On avait beaucoup parlé de ça à l'époque. Et je m'installe. Là, maintenant, pour les premières nuits, je ne me souviens pas si je logeais chez quelqu'un. Je crois que je logeais chez quelqu'un. Je n'avais pas dressé encore ma tente, ou je l'avais dressée, mais je ne l'utilisais pas. Alors, je m'installe. Au musée, on avait des valises, espèces de valises en matière très dure, pas du carton, mais bakélite, très épais, très résistant, que les chercheurs du musée utilisaient sur le terrain, et bien fermés, avec des courroies. Alors, j'ai installé mes bagages, et la première chose que je faisais, c'est le tourner de la communauté. Il devait y avoir quelque chose comme 7-8 tentes, avec chacune abritant une famille, autour de l'église, sur le bas de l'église. Atmosphère très catholique. Et je commence par faire un inventaire. Chaque tente, nombre de personnes, nom, âge, un recensement démographique complet de la communauté présente à ce moment-là autour de l'église. Bien entendu, il y a beaucoup de gens qui voyagent, qui sont à la chasse, à la pêche, ou même sont partis pour d'autres communautés. À ce moment-là, ils continuaient, en hiver évidemment, à aller en traînant un chien jusqu'à la baie du Dzon. Là, c'était Rankin Inlet, Ripples Bay. Le plus près de Pelly Bay, sur la baie du Dzon. Ripples Bay. Ripples, ils allaient à Ripples. Ils allaient à Ripples Bay et ils allaient de l'autre côté opposé. C'était comment s'appelait la communauté? Joe Haven. Joe Haven. Fameux Joe Haven, il est dans Rasmussen même. Joe Haven.
Alors, ils allaient l'hiver jusqu'à ces deux communautés, en Tradachia, évidemment. L'été, ils chassaient et pêchaient aux alentours. On m'a dit qu'il y avait du caribou, pas beaucoup, mais il y en avait. Il y avait du poisson. C'est la première fois que j'avais vu vraiment du poisson en grosse quantité. Vous l'avez vu sur le film, on le montre. Grosse quantité de saumon. Il y avait d'autres espèces qu'en hiver, ils pêchaient. Donc, les premiers 3-4 jours, je fais un inventaire complet de la communauté. Après ça, je fais moi-même ma cuisine, d'ordinaire comme ça. J'oublie déjà pour les premiers parce que moi j'avais un petit réchaud. Comment on l'appelait, le petit réchaud vert là, Coleman Stove. J'avais Coleman Stove et j'avais une théière évidemment pour faire le thé parce que j'avais déclaré ma tente comme ouverte de manière permanente à la visite. Et il y avait toujours une boîte de tabac prête et le thé sur le réchaud. Ça, c'était avec du sucre. Ça, c'était de façon permanente. Après l'inventaire démographique, après le survey démographique, les gros objets, je recensais tente, kayak, il n'y en avait pas, tente, fusil, quelque chose de gros que je remarquais, je le notais. Donc, pour les prochains 2-3 jours, disons. Comme ça, et évidemment, je passais beaucoup de temps dans les tentes, à fumer, à boire du thé et discuter avec le père. Le père, évidemment, connaissait tout. Intelligent, mais qui prenait parti, était engagé. Le père était engagé contre le gouvernement. Il s'était déclaré ennemi du gouvernement. Ce qui était difficile parce que le gouvernement, vous savez, dans ces circonstances, il donnait tout. Alors, pas de gouvernement, pas d'administration, quoiqu'il était nommé administrateur. Il portait plusieurs chapeaux. Lui, il était médecin, il devait faire le docteur, l'infirmier, disons. S'il y a quelqu'un qui était blessé ou tombé gravement malade, il était de son devoir d'alerter les autorités par la radio. Il avait une radio. J'avais appris à la faire marcher. C'est moi qui la faisais marcher. C'est lui qui envoyait les messages. Et les avions arrivaient. Donc, il avait le commerce. Il avait une petite boutique. Dans la boutique, rien que le strict nécessaire, comme munitions et tabac et thé, du thé, munitions, tabac, du duffel,
duffel pour faire des habits et aiguilles, couteaux, haches, vraiment les choses indispensables pour la vie dans le Nord. Alors, il était tout puissant parce qu'il contrôlait tous les aspects de la vie sociale. En plus, l'Église. En plus, l'Église. Les gens du gouvernement le détestaient. Enfin, c'est plus tard que j'ai appris ça, mais je le dis maintenant au début. Ils le détestaient parce qu'ils ne le laissaient pas libre de faire ce qu'ils veulent. Ils détestaient la modernité. Très, très conservateur, dans le sens culturel, pas seulement religion. Très, très conservateur, et c'est comme ça qu'il avait gardé la communauté dans un état statique